Bonjour tout le monde, toujours en machine learning. Aujourd'hui, nous allons montrer comment réaliser des modèles pour faire la prédiction des classes, c'est-à-dire c'est une partie de l'apprentissage supervisé. Et nous allons essayer en particulier, bien sûr, après avoir fait la régression linéaire, aujourd'hui nous allons essayer de faire la régression logistique. Et ceci en utilisant bien sûr une implémentation from scratch dans laquelle nous allons montrer comment ça se fait l'apprentissage pas à pas. Et aussi à partir de la régression logistique, nous allons montrer comment créer un réseau de neurones qui est capable de faire la prédiction des classes, euh, et ceci normalement relativement à un problème linéairement séparable. Bien sûr, on avait déjà montré ce que c'est le machine learning, quelles sont les différentes techniques, qu'est-ce que c'est l'apprentissage supervisé, qu'est-ce que ça veut dire l'apprentissage non supervisé, euh, comment procéder pour apprendre le machine learning, qu'est-ce que ça veut dire un code from scratch, qu'est-ce que ça veut dire utiliser la libraries et quelle est la partie mathématique utilisée dans chaque modèle. Bien sûr, on a aussi parlé parce que une fois dire machine learning, il faut comprendre ce que c'est un modèle. Donc un modèle, ce n'est finalement c'est une entité informatique ou bien un programme capable de recevoir des entrées, d'accord? Et à partir de ces entrées-là, il va euh, faire l'apprentissage, c'est-à-dire il va apprendre un modèle. Donc, une fois le modèle est là, c'est-à-dire il est fixé avec un certain nombre de paramètres derrière, d'accord? Par exemple, pour ça, c'est un problème de régression linéaire. Ce n'est qu'un modèle mathématique. Donc, notre modèle ici, c'est ce modèle mathématique. Et par la suite, ce modèle-là, il est capable de faire des prédictions. Bien sûr, quand est-ce qu'on peut faire les prédictions? Seulement si les paramètres sont, du modèle sont fixés. Donc, si pour ce faire, pour parler d'apprentissage, il y a deux parties principales ou bien deux éléments principaux qui sont la partie data. Donc, je dois être capable de la préparer, aussi éventuellement la visualiser et aussi éventuellement la diviser en deux parties, apprentissage et test. Et dans la partie qui est normalement la partie création de modèle, donc le modèle ne peut être créé qu'à partir d'un dataset. Donc, pour créer le modèle, il y a des étapes à suivre. La première étape, c'est initialisation. Par la suite, entraînement pour la mise à jour des poids. Ensuite, je peux connaître le détail. Par la suite, évaluer la performance du modèle. Et ensuite, si le modèle est performant, je peux l'utiliser pour faire les prédictions. Alors aussi, dans ce diagramme-là, la partie la plus importante, c'est comment entraîner le modèle. Donc, pour entraîner le modèle, à chaque fois, c'est un processus itératif, d'accord? C'est un processus itératif pour i allant de, d'accord? Pour i allant de 1 jusqu'à un nombre d'itérations qui est appelé epochs, d'accord? Epochs. Je peux faire la prédiction, l'erreur et la mise à jour des paramètres. Donc, ça, c'est comment ça se fait l'entraînement. Alors bien sûr, cette philosophie, on l'a adoptée pour un ensemble de problèmes, soit pour un problème de régression, c'est-à-dire prévoir des valeurs continues. Si nous avons par exemple une valeur X, on doit prévoir une valeur Y continue. Pourquoi continue? Parce que j'ai une infinité de possibilités au sein d'un intervalle. Donc une fois le modèle est là, c'est-à-dire la ligne en bleu, je peux prédire n'importe quelle valeur. Par exemple, pour ceci, je peux prédire sa valeur qui est exactement ça et la valeur correspondante, c'est celle-là. Donc, finalement, il faut fixer le modèle, d'accord, et par la suite, je peux faire la prédiction. Donc, en premier lieu, dans la régression linéaire, nous avons utilisé la technique de régression linéaire. Nous avons montré comment trouver les paramètres du modèle. Et par la suite, nous avons utilisé la technique d'un neurone, c'est-à-dire qui reflète exactement le même problème qui est la régression linéaire. Et ceci normalement pour une seule entrée qui est accompagnée par un paramètre W1 et aussi un bias. Et par la suite, j'ai la sommation pondérée et dans le réseau de neurones, bien sûr, nous avons le concept, nous avons ajouté le concept
de la fonction d'activation qui est une autre partie de notre neurone. Donc le neurone, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une entrée, il contient des paramètres, par la suite il contient une sommation pondérée, c'est-à-dire la somme égale à x1 fois w1 plus base, et par la suite l'activation de la fonction, c'est-à-dire le résultat trouvé ici qui est une somme, il est passé comme paramètre dans la fonction d'activation. Et dans les fonctions d'activation, nous avons plusieurs fonctions. Et pour pratiquer ou bien pour l'appliquer à la régression linéaire, tout simplement, notre fonction d'activation, c'est la fonction identity. Ou bien on l'appelle aussi régression linéaire. Alors ensuite, nous avons attaqué le problème de multivariate linear regression, c'est-à-dire nous avons trois entrées et nous avons appliqué les techniques pour la régression linéaire, c'est-à-dire trouver W1, W2, W3 plus le base, et par la suite appliquer la même logique sur un seul neurone qui accepte trois paramètres, ou bien trois entrées, d'accord, x1, x2, x3, qui seront accompagnés dans la somme dans notre neurone, c'est la somme pondérée. Donc la somme pondérée, c'est S égale à W1 fois X1 plus W2 fois X2 2 plus W3 fois X3 plus le base. Ici, je vais utiliser toujours la fonction d'activation qui est la fonction identity. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un problème de régression linéaire. Alors actuellement, nous sommes dans le problème de classification. Donc à partir d'un nuage de points qui sont soit les bleus, soit les rouges, mais ces rouges-là sont les rouges et les bleus sont linéairement séparables, c'est-à-dire il existe une droite qu'il faut la trouver qui est capable de séparer entre les deux classes. Donc cette droite-là, bien sûr, c'est à apprendre. Donc nous sommes en train d'appliquer la même logique euh, par rapport à ce qui a été vu dans la régression linéaire. Et par la suite, bien sûr, nous allons voir les problèmes linéairement séparables. À ce moment-là, nous allons parler des réseaux de neurones profonds. Pourquoi les réseaux de neurones profonds? Parce que un réseau de neurones composé d'un seul neurone est incapable de faire la séparation des problèmes non linéairement séparables. Alors, une fois comprendre ceci, bien sûr, à ce moment-là, nous sommes capables de faire la classification des images telles que handwritten digits. Ici, par exemple, on a une image contenant un ensemble de pixels. D'accord? Par exemple, si l'image est codée sur 8 fois 8, alors on a 8 fois 8 entrées, c'est-à-dire nous allons de x1 jusqu'à x64 valeurs. Et bien sûr, on aura, ou bien on va voir le concept de couche cachée et ainsi de suite pour faire la classification de ce genre de problème. Alors, bien sûr, toujours on rappelle, ça c'est l'apprentissage supervisé, donc vous le connaissez déjà. Alors, la classification et la régression, ce sont deux types d'apprentissage supervisé, mais comment faire la différence entre les deux? Dans la régression, je rappelle, c'est-à-dire on doit visiter la nature de la variable dépendante, c'est-à-dire l'output, qui va faire la distinction entre est-ce qu'il s'agit d'un problème de régression ou bien un problème de classification. Pour le problème de régression, les valeurs sont continues, c'est-à-dire j'ai des intervalles. Le Y ou bien l'output appartient à un intervalle ayant une infinité de valeurs. Et je peux appliquer sur cette variable, je peux appliquer les fonctions somme, min, max, moyenne, variance qui ont un sens. Pour la classification, au contraire, ici y j'ai une infinité de valeurs, par contre ici j'ai uniquement deux valeurs, soit 0, soit 1. Donc il s'agit d'un type de variable discret, donc qui peut nous indiquer qu'il s'agit d'un problème de classification. Si le y il a cette forme, donc il ne peut pas s'agir d'un problème de régression, plutôt il s'agit d'un problème de classification. Donc je peux avoir une classification binaire dans le cas j'ai deux valeurs possibles, sinon je peux avoir une multiclass classification dans le cas où je peux avoir 3, 4 valeurs, 5 valeurs et ainsi de suite. Même si j'ai 1000 valeurs, mais le problème ici, le y, il n'y a pas une infinité. Toujours, il y a un nombre fini de y. Par exemple, c'est quoi le club préféré? Est-ce que je peux avoir Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Juventus, Liverpool, un ensemble de valeurs possibles qui peut atteindre le 1000 voire plus. Mais toujours ça, c'est pas infini. Au contraire de ici.
de y entre 0 et 100, mais 0 et 100, je peux avoir une infinité. Je peux avoir 0,1, 0,001, 0,3, 0,33, 11,2, 11,22, et ainsi de suite. Ici, j'ai une infinité, donc il s'agit de la régression. Ici, j'ai un nombre fini, donc j'ai la classification. Et dans la variable catégorielle, les opérations suivantes n'ont pas de sens, au contraire ici. Donc ici, la somme n'a pas de sens. La somme d'équipes préférées, par exemple 500, la somme de ça plus ça qui est égal à ça, n'a aucun sens. Par contre, la, la somme des températures peut avoir un sens. La moyenne peut avoir un sens. Le min peut avoir un sens. Par contre, ici, le max n'a pas de sens. Et ainsi de suite. Donc, ceci pour distinguer un problème de régression d'un problème de classification. Pour le problème de classification, maintenant, on a soit une classification binaire, par exemple, soit un chat, est-ce qu'il est sauvage ou bien domestique, c'est-à-dire 0, 1. 0, par exemple, pour sauvage et domestique, c'est 1, par exemple. Ou bien multiclass classification, l'animal, par exemple, est-ce qu'il est un écureuil, est-ce que c'est un lapin, chien ou chat, c'est-à-dire multiclass classification. Donc, ce sont les différents types de problèmes. Alors bien sûr, pour les techniques maintenant, pour les techniques, il faut comprendre de quel type s'agit, de quel type d'apprentissage, parce que l'objectif est de faire l'apprentissage. Une fois identifié quel type, par exemple, nous avons identifié qu'il s'agit d'un problème de classification et exactement un problème de binary classification. Donc à ce moment-là, je suis ici, d'accord? Je suis dans cette catégorie de techniques qui sont possibles. Est-ce que tu vas utiliser la logistique regression? Donc, c'est pas possible d'utiliser la régression linéaire dans la classification. Non, c'est pas possible. Ou bien utiliser ceci. Ou bien utiliser les réseaux de neurones pour la régression. Mais je peux utiliser les réseaux de neurones pour la classification. Donc, ici, il y a la régression logistique, il y a multiple logistic regression, il y a multinomial logistic regression, neural network, une décision intelligente random forest, il y a un ensemble de techniques. Aujourd'hui, nous sommes en train de détailler, bien sûr, la régression logistique et par la suite nous avons exploité ce que nous avons vu dans la régression logistique pour faire réseau de neurones comme nous l'avons fait d'ailleurs dans la régression linéaire. Nous avons vu comment à partir de la régression linéaire faire des petits changements au code pour tomber dans le réseau de neurones composé d'un seul neurone jusqu'à présent qui est simple à comprendre. Alors, bien sûr, la régression logistique, ça c'est la définition. Donc voilà, vous pouvez comprendre ça. Par la suite, la représentation mathématique, nous avons dit qu'il s'agit d'une fonction tout simplement sigmoïde qui va retourner une probabilité. Pourquoi une probabilité? Parce que toutes les valeurs calculées ici sont comprises entre 0 et 1. Donc cette fonction sigmoïde, qui est appelée aussi logistique, elle est valable pour faire la classification. Pourquoi? Parce qu'elle retourne des probabilités d'appartenance. Et vous avez remarqué ici, normalement, que le fx peut s'écrire sous la manière suivante, et ça, c'est exactement la régression linéaire. Donc, il y a une forte liaison entre la régression logistique et la régression linéaire. Du coup, une fois comprendre l'algorithme de l'optimizer, gradient descent, une fois le comprendre pour la régression linéaire, il est simple. On va utiliser d'ailleurs la même chose pour faire la classification que nous allons montrer tout à l'heure. Alors voilà, ça c'est pour le cas, pour simplifier comme toujours, nous allons utiliser par exemple une seule entrée dans un premier temps, ou bien dans l'exemple que je viens on va l'utiliser, on va utiliser deux entrées. C'est-à-dire on va utiliser W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus un bias, d'accord? Donc ici le nombre de features que nous allons utiliser dans l'exemple, c'est deux features. Alors, ça c'est pour bien sûr un seul, c'est comment tracer la fonction sigmoid, c'est simple. D'accord? Donc, ça, c'est une fonction sigmoid. D'accord? Voilà, voilà. Donc, ça, c'est si nous avons une probabilité maintenant, comment l'interpréter? D'accord? C'est-à-dire, si on a une probabilité, par exemple, de P-1 qui est, donc, selon ce graphe, la probabilité de -1, est-ce qu'il appartient à la classe 0 ou bien à la classe 1? Donc, regardez la valeur. C'est exactement ça parce que -1, euh, le, le- 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 pour W0 bien sûr égal à 0, qui est le base ici, qui est le base, et le W1 égal à 1. Tout changement, on va avoir 1 sur 1 plus exponentielle moins x, parce que le base égal à 0, qui est le W0 ici. Donc ceci va avoir 1 sur
1 plus exponentielle 1, d'accord, qui est 0,26. Donc le 0,26, il va, le P-1, regardez le moins 1, je suis presque ici, d'accord, je suis presque ici. Alors, sa valeur, c'est 0,26, donc c'est presque ici. Donc, en tout cas, c'est inférieur à 0,20, à 0,5. Ou bien ici, c'est la même chose. Par contre, la probabilité de 3 égale à 0,95. Regardez, moins 3. Moins 3, moins 3, c'est ici. Non, plutôt c'est 3 ici. C'est 3, c'est pas moins 3, parce que je suis en train de chercher là, c'est pas évident. Alors, de 3, c'est 0,75. Donc, il appartient à la classe des 1. Par contre, le moins 1, il appartient à la classe des 0. Mais regardez la probabilité. Comment interpréter déjà ça? On va voir. Alors, regardez. Ici, P-1 égale à 0,26. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins 1 appartient à la classe 1 avec la probabilité 0,26 et appartient à la classe 0 avec la probabilité 1 moins 0,26 parce que j'ai une classification binaire. Donc, une fois calculé la première probabilité d'appartenance à classe 1, on a trouvé 0,26. Donc, il appartient à classe 0 avec la probabilité 1 moins 0,26. C'est-à-dire, donc, on le classe dans la classe 0 avec une probabilité 0,74 parce que 1 moins 0,26, c'est 0,74. P3 égale à 0,95. Donc, on va dire la même chose. Donc, 3 appartient à classe 1 avec la probabilité 0,95. Vous voyez la différence. Donc, 3 appartient toujours à classe 1 avec la probabilité 0,95 et appartient à classe 0 avec 1 moins 0,95. Donc, on le classe dans classe 1 avec une probabilité de 0,95. On le classe dans la classe avec la probabilité la plus grande. Donc, ça, c'est comment interpréter les valeurs qui seront calculées par la suite. Donc, ça, on va essayer de voir comment faire l'implémentation. Donc, l'implémentation, elle peut se faire soit en utilisant un scaler ou bien en utilisant from scratch, une implémentation from scratch, en utilisant l'algorithme optimizer gradient descent et par la main. C'est-à-dire, nous allons faire tout à la main. Alors, bien sûr, les étapes sont les suivantes. Toujours, il faut penser data, modèle et ses paramètres, le training qui est le fit, la prediction qui est predict, la performance du modèle. Ici, on va voir par la suite, on va faire la matrice de confusion ici. Et le coût de fonction, cost function, qu'on peut l'implémenter aussi from scratch. Ça, bien sûr, c'est les étapes à suivre pour la régression logistique. Maintenant, c'est une application qu'on va essayer de voir pour comprendre. Donc, pour comprendre le problème, bien sûr, la première chose, c'est avoir le data. D'accord? C'est avoir le data. Qu'il faut faire la séparation entre features et target. Donc, j'espère que vous arrivez à suivre. Ça va déjà? Oui, monsieur. D'accord. Alors, maintenant, on va créer notre dataset. Et j'avais montré dans la séance précédente que j'ai créé mon propre algorithme capable de générer un point dans l'espace. Alors, pour ce un point-là, j'initialise une liste, d'accord? J'initialise une liste à vide. Et les valeurs, bien sûr, de x, y sont comprises entre 0 et 5. Regardez ici. Tous les x sont comprises entre 0 et 5. Et plutôt les x1, ici, vous pouvez dire il s'agit de x1, sont comprises entre 0 et 1. Et x2, plutôt 0 et 5. Et x2 aussi sont comprises entre 0 et 5. Donc, les features, ça, x1, x2, ce sont la partie features, la partie caractéristique, la partie des valeurs, la partie des variables indépendantes. Et bien sûr, la couleur du point, c'est la variable cible, c'est la target, c'est l'output. Soit vert, ou bien soit bleu, ou bien rouge. Bien sûr, j'ai un ensemble d'itérations
Donc pour n itérations, parce que je vais générer un point, à chaque itération, je vais générer un x, générer un y, et je vais bien sûr, chaque valeur générée, elle sera rescalée, ou bien elle sera remise à l'échelle, d'accord, pour qu'elle soit entre 0 et 5, la même chose pour y. Et bien sûr, on a dit que on a imaginé une droite qui est moins x sur 5, qui est exactement celle-là. Cette droite, c'est exactement moins x. On a imaginé cette droite-là, qui est moins x plus 5. Et si le point, regardez, si le point généré, il est en dessus de la droite, c'est la classe CL1 qui est bleu. Sinon, la classe est déjà initialisée dans rouge. Par défaut, elle est dans rouge. Sinon, si y qui a été généré, il est supérieur à y0, et y0 c'est exactement la droite, donc je change la classe. Donc, pour résumer, générer des points, chaque point généré, il sera soit en dessous de la droite, il s'agit de la classe de rouge, il s'agit en dessus de la droite, il s'agit de la classe des bleus. Et par la suite, je vais faire le append de chaque triplet crié qui contient à la fois la valeur de x, voilà la valeur de x, la valeur de y, voilà la valeur de y, et la classe. Donc j'ai trois entités. Finalement, je peux par exemple pour ce point-là, je ne sais pas, pour ce point c'est 0, je sais pas 0,2, d'accord? Ou bien je vais prendre celui-là, ou bien je vais prendre celui-là, d'accord, ce point-là. Je peux prendre 0,3 comme point, d'accord, 0,3, virgule 3,5, et la classe c'est combien? 3,5 bien sûr, 3,5. La classe c'est quoi? La classe elle est déjà été initialisée à rouge, donc la classe c'est 0. Et la même chose pour l'ensemble des points. Donc on a généré les points, maintenant on va essayer de voir comment ça se fait l'apprentissage. Donc, pour voir comment ça se fait l'apprentissage, bien sûr, on va réutiliser l'algorithme de gradient descent qui est un optimizer. Et on va essayer de montrer, parce que ici on a commencé par une droite, donc voilà notre modèle initial qui ne sépare pas les deux classes. Donc tous les points ici qui sont en noir, ils sont mal classés. Parce que je viens de modifier ça par rapport à la séance dernière. La séance dernière, j'ai gardé les rouges et les bleus, et voilà, je ne fais pas la différence, ou bien je mentionne pas les objets non bien classés. Maintenant, j'ai modifié le code source de manière à montrer, d'accord, comment identifier les points qui sont mal classés. Initialement, je pense, pour un modèle 0,5, 0,5, 0,5, il va donner cette droite. Cette droite, comme vous le constatez, elle ne sépare pas. Pour cette droite, tous les individus sont classés dans la classe des bleus. Par contre, nous, on a des rouges et des bleus. C'est-à-dire toute cette partie-là, regardez, toute cette partie, voilà la droite qu'on va avoir réelle. Donc tous les points qui sont ici au noir, parce que j'ai normalement, elle est identifiée rouge au début, mais j'ai ajouté la couleur noire, donc elle n'apparaît pas, le rouge n'est pas visible. Donc tous les points qui sont ici, ils sont mal classés. Parce que en réalité, ces points-là, ils concernent la classe rouge, mais ils sont classés bleus, donc ils sont mal classés. Par contre, les points qui sont en bleu ici, ils sont bien classés. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent en dessus des modèles, en dessus de la droite. Donc ça, c'est pour l'itération 0 pour notre modèle initial.
À l'itération 400, qu'est-ce qu'on aura? Le modèle que je cherche ici, la droite en bleu, les paramètres sont déjà changés de manière à classer un bon nombre de classes de points d'une manière correcte. C'est-à-dire la droite a été euh, translatée vers le haut. Donc ici, j'ai des points rouges qui sont bien classés, mais toujours il y a des points rouges qui sont mal classés. À l'itération 5000, donc j'ai bien appris les paramètres. Donc je suis capable ici de séparer entièrement la classe des bleus de la classe des rouges, en utilisant bien sûr le même algorithme, sauf le seul changement qui a été ajouté, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire, au lieu d'utiliser directement la prédiction en utilisant la régression linéaire, j'ai ajouté une autre fonction qui va mapper cette transformation linéaire vers une probabilité qui représente l'appartenance à la classe. Et la fonction segmoid, vous voyez son implémentation, c'est très simple. Il reçoit une variable et il retourne 1 sur 1 plus 1 p exponentielle moins z, sachant que le z ici, il peut être un tableau. D'accord? Donc pour chaque valeur du tableau, il va renvoyer cette application, cette fonction. Bien sûr, ça c'est le predict, mais ici, vous voyez, j'utilise le dot déjà. Mais on peut utiliser tout simplement bias plus w1 fois x1 plus w2 fois x2, qui est, qui est aussi valable. Et le y hat qui est ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons essayer de voir ça au pas à pas dans notre code-source. Alors, la première étape, nous avons dit, on va essayer de charger les bibliothèques nécessaires, matplotlib, pyplot pour tracer les points, bien le graphe, numpy pour tout ce qui est calcul, les couleurs, ça pour utiliser scatter, parce qu'on va utiliser scatter pour distinguer, d'accord, pour en fin de compte, pour distinguer les points rouges des points bleus. Ici, c'est pour générer des valeurs de manière aléatoire. Donc, dans un premier temps, quelles sont les fonctions nécessaires pour générer la partie data? Donc, pour générer la partie data, j'ai besoin d'une droite fictive ou bien d'une ligne fictive qui est exactement celle-là. Il faut la définir. D'accord? Dans un premier temps, on est amené à définir cette droite. Je reviens juste. Il fallait, voilà, je reviens en avant. Voilà. C'est cette droite normalement. C'est cette droite qu'on a créée d'une manière fictive qui est exactement égale à moins x plus 5. Et par la suite, bien sûr, une fois créé cette fonction qui va recevoir n'importe quel x, par exemple pour tracer une droite, j'ai besoin de deux points. Les points que je vais utiliser, je peux utiliser le point 0 et je calcule son fx qui va donner 5. Voilà, donc j'ai un point 0,5. Ça, c'est le premier point qui est A. Et je peux aussi calculer un autre point B. Je lui donne 5, par exemple, et qui sera comme valeur 0. Donc voilà. Ça, c'est deux points. 0,5, c'est ce point-là. Et 5, 0 qui est ce deux points. Et je trace la droite. Donc ici, pour tracer la droite, il faut donner à x1 égale à 0. D'accord? Ou bien x, si vous voulez dire x1a égale à 0. Et par la suite, j'utilise x2a qui est égal à f2 de x1a. Voilà la même chose, le deuxième point, c'est x1b qui est égal à 5 et je calcule son x2
B qui est égal à f de x1b. D'accord? Donc finalement, ce sont les coordonnées de deux points. Je suis capable de tracer la droite. Donc, ça c'est générer data. On avait déjà dit que cette partie-là, c'est pour générer le x. Cette partie, c'est pour générer le y. Cette partie-là, pour trouver la classe. Et cette partie-là, cette ligne de code, pour ajouter le point généré ayant trois valeurs, le x1, le x2, d'accord, et la classe. D'accord? Sinon, je peux utiliser x. Ici, c'est x pour x1, y pour x2. D'accord? Donc, je peux faire les changements ici nécessaires. En réalité, c'est x1 égale, d'accord? Et value x2, la même chose. Value x2, la même chose. Value x1, scaled value x1 égale à value x1. Voilà, ici c'est 1 aussi. Donc, on a terminé avec le x1. Pour le x2, c'est la même chose. Scaled value x2. Ici, c'est value x2. Donc, x2 égale scaled value x2 1. y0, d'accord, qui est f de x1, d'accord, si y qui est si x2 plutôt, si x2 supérieur à y0, alors la classe, ici je vais faire x1, x2, et voilà, donc j'ai changé en utilisant, pour utiliser le même jargon, x1, x2, et la classe qui est y. Alors voilà, donc x1, ça c'est pour tracer la droite, d'accord, pour tracer la droite. Donc, je vais générer un nombre de points qui est 100, je vais faire la conversion, je vais extraire les x1, je vais extraire les x2, d'accord, donc je peux vous montrer ça, voilà. Alors jusqu'à présent, qu'est-ce que je vais utiliser? Voilà, voilà. Alors, je vais réexécuter cette partie generate data, je vais générer 100 points, je vais faire la conversion de ces points pour qu'ils deviennent array, soit pour tout le tableau. Et si je vais extraire la partie x1, la partie x2. D'accord? Voilà, normalement, ça va se passer de cette manière. Regardez. Donc, le data ici, le data, ce sont chaque entrée, chaque objet, c'est x1, x2, la classe. D'accord? Pour tous les points générés, donc j'ai généré 100 points. Par la suite, je vais extraire la première colonne qui est x1. C'est-à-dire, je vais extraire 0,7, 3,8, 2,5 et je vais la mettre dans jusqu'à 1,5 et je vais la mettre dans x1, c'est-à-dire toutes les lignes, la première colonne. Et pour x2, toutes les lignes, la deuxième colonne. Donc, j'ai x1 et x2. Donc, voilà x1, voilà ses valeurs. D'accord? X2 pareil. Donc, x2 pareil. Et la même chose ici, j'ai le C. C qui est la troisième colonne. Donc, ici, je peux mettre, par exemple, je peux mettre le C qui est exactement ça et je peux les afficher tels que ce sont des classes, soit 0, soit 1. Alors maintenant, je vais pour tracer ça, je choisis des couleurs blue et red et selon le changement, bien sûr, j'ai une fonction scatter qui reçoit x1 à part, x2 à part et la classe C. La classe C qui est le troisième paramètre qui est C égale à grand C. Notre grand C ici, normalement, c'est exactement ça. Alors, par la suite, les couleurs vont, ou bien les points vont se dessiner en fonction de ce troisième paramètre.
D'accord? En utilisant les couleurs soit red, soit blue. Donc voilà la, le dessin des différents points. Alors maintenant, pour pouvoir regarder ici, jusqu'à présent, je vais plotter des datas, plotter les points. J'ai besoin d'une fonction qui va plotter l'ensemble des points générés et en même temps plotte la ligne que je vais la mettre à jour à chaque itération. Donc cette fonction plot data align, elle doit plotter tout le data. Et pour plotter tout le data, ou bien tous les points, j'ai besoin de x1, x2 et la classe C. D'accord? Et bien sûr, ici, c'est mon modèle initial. Regardez le modèle initial. Ça, c'est le base qui est égal à 0,5. Ça, c'est le W1 qui est 0,5. Et ça, c'est le W2 qui est 0,25. Donc, à partir de ces paramètres du modèle, je vais tracer la droite. Mais on va voir comment. C'est-à-dire, nous, on cherche à tracer cette droite. Donc, pour les points, c'est simple. J'ai besoin de ça. Pour les points, j'ai besoin de cette partie-là. Pour la droite, j'ai besoin des paramètres. Pour les erreurs, j'ai besoin d'une autre classe. Pour les erreurs, c'est-à-dire faire la différence entre les enregistrements qui sont bien classés des enregistrements qui sont mauvaisement classés. Alors, je vais aller dans Fit. Regardez qu'est-ce que j'ai fait ici. Alors, jusqu'à présent, j'ai mon modèle initial qui est W1, W2 et le base. Ça, tout ça, vous le connaissez. Ça, c'est un hyperparamètre pour le learning rate, pour le pas d'apprentissage. Ça, c'est pour le nombre d'époques. Ça, c'est la longueur la longueur des sorties, de la sortie. Ça, c'est le modèle initial qui est 0,5, 0,5, 0,5. Alors maintenant, le problème, l'algorithme d'apprentissage, c'est un programme itératif. Donc, pour chaque cas, dans 10 001, j'ai fait 10 001 exprès pour tracer même la dernière, dans la dernière itération, je trace le graphe. Donc, pour chaque itération, j'ai un modèle linéaire WS qui est une combinaison linéaire des paramètres avec l'entrée. Donc, WS, weighted sum, égale base plus W1 fois X1 plus W2 fois X2. Donc, maintenant, pour le Y-grade, c'est simple. Il faut appliquer la fonction segmode sur la transformation linéaire. Donc, ce résultat qui est la combinaison linéaire avec les paramètres, elle est passée dans la fonction segmode. Et la fonction segmode, c'est simple. Normalement, regardez, la fonction segmode, tout simplement, c'est ça. Je reçois z, je retourne 1 sur 1 plus 1p exponentielle moins z. Sachant que z ici, z, c'est un array. D'accord? C'est un array. C'est-à-dire, si j'ai des valeurs ici, 1, 3, 5, par exemple, parce que je peux avoir, regarde ici, base plus W1 fois X1 plus W2 fois X2. C'est-à-dire, si j'ai X1, qui est déjà égal à un tableau, et c'est ça le cas, par exemple 1, 2, 3, et X2, il doit avoir la même longueur que X1. 5, par exemple 6, 7,2, d'accord? Donc ici, regardez, W1, c'est un paramètre. Donc, W1 fois X1 fois X1, c'est un tableau. Supposons que W1 égale à 0,5. Donc, W1 fois X1 égale à 0,5, 1 et 1,5. La même chose pour W2 fois X2. C'est-à-dire ça, c'est le détail des calculs, comment ça se fait. Donc ici, je vais avoir 2,5, 3,5, parce que le W2, c'est 0,5. Mon modèle initial, je parle juste la première itération. Ici, oui, très bien, 3,6. D'accord? Donc, maintenant, W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus le base. Donc,
plus le base qui est 0,5. C'est-à-dire le WS c'est un tableau qui est égal à 0,5 plus 2,5 c'est 3, plus 0,5 c'est 3,5. Virgule. 1 plus 3 c'est 4, plus 0,5 c'est 4,5. La troisième. 1,5 plus 3, 4,5. 5,1 plus 0,5, 5,6. La troisième entrée. Donc ici, j'ai quoi? J'ai un WS qui est un tableau. Si je le passe à la fonction sigmoid, regarde ici, parce que le y hat égale à sigmoid, sigmoid quoi? Sigmoid WS. Et regardez le WS. C'est 3,5 plus une autre valeur 4,5 plus 5,6. C'est-à-dire, je vais appliquer la fonction sigmoid sur 3,5, elle va retourner un tableau. Elle va retourner un tableau qui est égal à une première valeur V1, une deuxième valeur V2 et une troisième valeur V3. D'accord? Que vous pouvez calculer. Regardez ici, comment on l'a calculé. Regardez, je vais. Déjà, ça, c'est un mp.array. Ça, c'est un mp.array. Parce que j'utilise liste, c'est vrai, mais en réalité, c'est un array. Donc, regardez, si je vais appliquer ça sur la fonction sigmoid. Donc, sigmoid, je l'avais déjà à part, d'accord? Donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire le sigmoid. Donc, je vais faire le sigmoid. Regardez, ça, c'est pour la première itération. Donc, j'ai le sigmoid et je vais utiliser un grand X ou bien je sais pas, un Z. Voilà, un Z, un petit Z. Et je vais faire le Y hat. Le Y hat. Y hat égale à sigmoid. Sigmoid, quoi? Sigmoid de Z. D'accord? Et ça va retourner le Y hat. Le Y hat, c'est un tableau. Regardez. Vous voyez les probabilités retournées, ils sont entre 0 et 1. 0,87, 0,98, 0,99. Ce sont des probabilités ici. Il appartient à la classe 1. D'accord? Les trois enregistrements appartiennent à la classe 1. Parce que regardez, 1, 2, 3, 0. Jusqu'à présent, pourquoi la classe déjà 1? Parce que je considère que, regardez, c'est la droite. Et tout ce qui est en dessus de la droite, c'est la classe des bleus, même s'ils sont erronés. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, j'ai le modèle initial. Donc ça, c'est comment le calcul va se faire pas à pas. Donc je suppose que vous connaissez cette partie. Donc c'est la combinaison linéaire. Ça, c'est l'application de la fonction sigmoid. Et maintenant, parce que finalement, le sigmoid, elle retourne quoi? Elle retourne une probabilité. D'accord? Elle retourne une probabilité, comme le cas ici. Mais moi, j'ai besoin d'une classe. Et la classe, pour moi, elle est codée sur soit 0, soit 1. Donc, 1 pour le bleu et le 0, c'est pour le rouge. Donc, comment faire? Je peux dire predicted class égale à quoi? Classes, parce que j'ai plusieurs classes, égale à une liste. D'accord? Égale à 1. Quand est-ce qu'égale à 1? Quand est-ce que j'ai en fonction de la probabilité, en fonction de y hat? Parce que je vais utiliser égal à 1 for, je sais pas, for A, for individu, for probabilité, proba, in y hat. Parce que y hat, c'est une probabilité. Proba, for proba, in. D'accord? Y hat. Regardez ici, qu'est-ce qu'il va calculer ici? Il va calculer, pour moi, j'ai pas fait la différence, toujours égal à 1. Il va mettre 1, 1, 1, 1 partout. D'accord? Ou bien égal à 0, 0, 0 partout si je vais mettre égal à 0. Ça, il va mettre des 0 partout. Mais comment faire? Quand est-ce qu'égal à 0? Égal à 0 if, d'accord? If proba, if proba est inférieur à 0,5. D'accord? Égal à 0, c'est-à-dire la classe des rouges. Else 1. Vous voyez, ça c'est simple, parce que ça c'est en Python. Comme si tu as dit si y hat est inférieur à 0,5, alors la classe c'est 0.
sinon la classe est 1. C'est comme ça. Donc égal à 0 si la probabilité est inférieure à 0, sinon 0,5. Pour chaque, regardez, if proba, mais pour chaque proba dans la liste des probas. La liste des probas, c'est y hat. Donc regardez ça, il va nous donner 1, 1, 1. Pourquoi? Parce que déjà, le modèle utilisé qui est 0,5, 0,5, 0,5, il classe tous les points, il les classe dans la classe bleue. C'est pour cela qu'on a ici 1. Sinon, vous pouvez faire par la suite, vous pouvez utiliser ça, égal à la valeur red, else blue, d'accord? Else blue. On peut aussi utiliser ça. Tous les enregistrements sont classés en blue. Donc j'espère que vous arrivez à suivre correctement avec moi jusqu'à présent. Sinon, si vous n'avez pas compris des choses, il faut le dire. Est-ce que ça va? Monsieur, Oui, l'objectif principal ici, c'est de trouver le modèle bien sûr. WS. Non, non, le modèle, regarde. Il faut dire le modèle, il faut trouver les paramètres. Il faut trouver les paramètres W1, W2, W3. Très bien. Non, il faut trouver W1, W2, le base. Oui. C'est ça. Ça, jusqu'à maintenant, je parle je parle du modèle initial. D'accord? Je parle du modèle initial. Regardez, j'explique juste la première itération. Parce que tout le reste, toutes les autres itérations vont passer de la même manière. Parce que pour moi, l'objectif est être capable de comprendre ce que c'est ça. Ça, c'est un tableau de valeurs. Ce tableau de valeurs a été calculé sur la base de ces de bases W1 et W2 et aussi de X1, X2. Donc, je calcule WS qui est un tableau. J'applique la fonction sigmoid qui va retourner, qui va appliquer la fonction sigmoid sur chaque valeur du tableau qui est WS. Comme nous l'avons montré ici, regarde. Je l'ai montré ça pas à pas. D'accord? Alors, ensuite, jusqu'à présent, vous comprenez ces deux lignes de code. J'imagine que vous avez compris ce que ça veut dire ça, ce qui est sélectionné. Maintenant, Maintenant, j'étais en train de parler de la prédiction, ce que je viens d'expliquer. Donc la ligne que je viens d'expliquer égale à 1 si la probabilité, et si j'avais utilisé probable, mais c'est la même chose, YH j'ai utilisé. Si YH est supérieur à 0,5, alors il s'agit de la classe des, 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 des 1, c'est blue, sinon c'est 0. Pour chaque probabilité, dans le YH, parce que YH c'est un tableau de probabilité. D'accord? Tableau de probabilité. Ici, c'est un tableau de valeur. D'accord? Ça, c'est un tableau de probabilité. Ici, c'est un tableau de 0 et de 1. Ça dépend de la valeur de YH. Si, par exemple, le YH, si le YH qui est, qui est là, il va mettre, par exemple, 0,9, 0,8, 0,3, bien 0,2, 0,3, 0,4, si j'ai ce tableau-là, 0,88, qu'est-ce que je vais avoir dans ici? Je vais avoir, regardez ici, 0,9, c'est supérieur. Donc, je vais avoir ici 1. Le deuxième, je vais avoir ici 0,8. Le deuxième, je vais avoir 1. Le troisième, je vais avoir 0. Le quatrième, je vais avoir 0. Et le cinquième, je vais avoir 1. D'accord? C'est les calculs. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire avec ce bloc de code? C'est-à-dire pour chaque son itération. Parce que le cas, il m'indique les itérations, il m'indique 10 000 itérations. Le cas, il peut prendre les valeurs de 0 jusqu'à 10 000 exactement. Et moi, à chaque son itération, je trace un graphe. C'est-à-dire le graphe, combien de graphes je vais tracer? Je vais tracer 100 graphes qui vont montrer la translation peu à peu de notre modèle vers le modèle idéal. En commençant par celui-là,
d'accord, qui est le modèle initial, mais il va être, les paramètres, ils vont se mettre à jour, jusqu'à la droite du bleu devient entre les rouges et les bleus. Donc voilà. Donc ici, plot data line. Cette fonction, je l'ai créée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit le nuage de points, d'accord? X1, X2 et le Y, qui est l'output, c'est-à-dire la classe. Et aussi, il reçoit predicted class, qui est ça? Parce que predicted class, c'est pas la même chose que Y. Y, c'est la réalité. D'accord? Mais le predicted class, ce sont les classes calculées. Il se peut que dans Y ici, au début, il se peut que j'ai, d'accord? Dans mon Y, il se peut que j'ai, par exemple ici, au lieu d'avoir ce tableau, de 1, 1, 1, ça c'est la prédiction, mais il se peut que dans la réalité j'ai 0, 0, 0, d'accord, 1, 1. C'est-à-dire, ça c'est une mauvaise classification, la deuxième c'est une mauvaise classification, la troisième c'est une bonne classification, la quatrième c'est une mauvaise classification, et la cinquième c'est une bonne classification. Donc il y a une différence entre la réalité et la prédiction. Donc moi, j'ai passé pour cette fonction les deux choses. J'ai passé la réalité qui est Y, j'ai passé la prédiction. Et si la prédiction est différente de la réalité, je la trace avec une autre couleur qui est noire. Donc c'est ça la chose. C'est ça l'assise derrière. Et ici, dans BICE, W1, W2, ce sont les paramètres qui vont m'aider à tracer la droite. Et je rappelle que pour tracer la droite, j'ai besoin de deux points uniquement. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a dans plot data line. Alors dans plot data line, regardez, c'est très simple. Donc il y a déjà les paramètres que nous avons ou bien que nous venons d'expliquer. Ça c'est la première chose. Ça c'est-à-dire j'ai dit comme quoi tracer une figure vide ayant la dimension 5 fois 3. Donc cette dimension de figure, c'est 5 fois 3. Donc ça, c'est les dimensions de la figure. C'est simple. Ensuite, cette ligne-là, c'est pour préciser les couleurs. Et je trace bien sûr tout le nuage de points. Donc je connais mon nuage de points. Je connais X1, je connais X2, je connais le grand C qui est la réalité. Le voilà. Et je vais tracer tous les points, tout le nuage de points. Donc ça, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ici? Parce que regardez, j'ai la réalité qui est passée en paramètre, j'ai la prédiction qui est passée en paramètre, et j'ai une autre fonction qui va me retourner la différence. Regardez ici, tout simplement. Regardez. Donc, on a un tableau tab 1 égal à ça. D'accord? Égal à 1P, ou je sais pas, égal à 1, 1, 2, plutôt 0, 0, 1. Et j'ai un tab 2 qui est égal à 0, 1, 1, 0, je vais dire 1. Donc, quels sont les éléments qui sont bien classés? Supposons que ça, c'est la réalité. La réalité, c'est mes classes, la réalité qui est C, grand C pour nous, dans le code source. Et ça, c'est la prédiction. Prédiction qui sont predicted class. Predicted classes. Nous avons déjà montré comment calculer predicted classes. Alors, comment? C'est simple. Vous pouvez faire, par exemple, une boucle pour, je sais pas, pour un i, une range, je sais pas, l'un des tableaux, parce que les deux tableaux doivent avoir la même dimension. Table 1, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire print, je sais pas, print tab 1, regardez, print tab 1 i, virgule, tab 2, tab 2, 2i. Je vais tout simplement les imprimer parce que la programmation, euh, vous avez un ensemble de bagages, il faut exploiter ce bagage-là dans des situations différentes. Ici, tout simplement, je souhaite parcourir les deux tableaux à la fois et je souhaite les afficher. Alors, tab 1 is not defined, table 1.
tab 2, tab 1. Voilà, tab 1, tab... oui, voilà. Donc, voilà. Donc, regardez, ça c'est la réalité, la prédiction. La réalité, la prédiction. Donc, je peux ajouter, je sais pas, if, euh, if tab i, d'accord? If tab i égale. Voilà, ça c'est 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire error. euh, euh, je vais dire error égale avec erreur. Je vais dire error, error, diff. Il y a error, une variable, je sais pas, b. D'accord? B égale à error. Et b, à chaque itération, elle est initialisée à euh, OK. Donc, je vais faire ceci. Voilà. Donc, ici, je vais ajouter aussi le b. D'accord? Regardez ici. Non, j'ai inversé. If, attendez. If égale, donc if égale, c'est OK. Et ça, c'est error. J'ai inversé. D'accord? 0, OK, error, error. Sinon, je peux créer une liste. D'accord? Je peux créer une liste d'indices. Regardez, c'est simple, créer une liste d'indices. Donc, indices, je vais l'appeler indices, égale à indices, égale à vide. D'accord? Et je vais mettre pour là où il y a, maintenant je dois inverser. Là où il y a erreur, je dois, je dois ajouter le i. Mais ici, je dois mettre différent. Et ici, je vais mettre OK. Et ici, je vais mettre error parce que j'ai besoin de trouver les indices. Donc, ça reste le même, sauf ici, j'ai les indices. J'ai les indices. Indices 0. Attendez. Parce que l'indice a été initialisé à l'intérieur. Indices.append. Attendez. If, indices append. Voilà, donc c'est correct. Pourquoi l'indice vide? Ah oui, parce que chaque fois je l'initialise. Parce que chaque itération, non, c'est pas bien. Il faut mettre ici. Donc les indices qui contiennent des erreurs, il y a des erreurs. L'indice 0 et l'indice 1. D'accord? Si j'ajoute une autre valeur qui est erreur, qui contient une erreur, j'ajoute la dernière. Regardez. J'ai trouvé les indices. Maintenant, sur ces indices-là, je peux l'utiliser dans tab 2. D'accord? Regardez, tab 2, et je vais la mettre en thread. Il va me retourner list indice must be anterior slices not list. Je vais mettre ça, plutôt ça. Je vais mettre ça. Voilà. Non. Alors, Anna, je vais mettre un p.array, tab 2. Je vais mettre tab 2 égale à un p.array. Un p.array. Tab 1, un p.array. Tac. Indices égale à ça. Vous voyez, normalement ici c'est 0, 1, 0. Parce que l'indice, regardez l'indice. Quelles sont les valeurs que j'ai pour c'est-à-dire je vais avoir tab 2 de 0 égale à combien tab 2 de 0? Je dois afficher tab 2. Alors, tab 2 de 0, tab 2 de 0 égale à 0. D'accord? Tab 2 de 2, 0, 1, 2 égale à 1. Regarde, égale à 1. Tab 2 de 4 égale à 0. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, ce qui est égal à la même chose ici. Si je trouve la liste des indices, je la passe en paramètres, il me renvoie exactement
les valeurs là où il y a le problème. Donc c'est exactement ce que j'ai utilisé ici. Regardez ici. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être il y a une question, non? Mhm. Je reviens ici. Donc get errors, errors index, c'est-à-dire je retourne juste la liste des indices là où il y a différence de classification. Donc je passe les deux classes, la réalité qui est C et predicted class. Et elle doit me retourner la liste des indices là où il y a problème. Donc getError, c'est une fonction, d'accord? C'est une fonction qui fonctionne de cette manière-là. Regardez, elle reçoit la réalité qui est C, elle reçoit la prédiction et elle va renvoyer une liste d'indices. Donc pour chaque cas dans toute la classe C, parce que la longueur de predicted class est C, ils ont la même longueur. Donc si la classe réelle est différente de la prédiction, je vais ajouter mon indice. D'accord? Et vers la fin, une fois la boucle se termine, je retourne la liste des indices qui a initialisé ça. Donc ça, c'est une liste d'indices. Donc ici, à chaque itération de l'apprentissage, je renvoie les indices. Mais ici, une fois je renvoie ça à plot data line, je dois trouver là où il y a problème. Regardez, les, les indices, là où il y a erreur, je vais les colorer autrement. Comment? Regardez. J'avais déjà tracé tout regardez ici, je vais refaire l'exécution sur cette partie-là. Regardez. Qu'est-ce qu'il va tracer? Il va tracer les points rouges et bleus. Et la droite. D'accord? Plus la droite. Il va tracer les points rouges et bleus plus la droite. Donc je vais refaire l'exécution. Regardez. Donc là, je vais, voilà, on commence à partir d'ici. Non. Voilà, je vais réexécuter ça. D'accord? Voilà, réexécuter cette partie. Réexécuter cette partie, c'est pas grave. Réexécuter le fit. Regardez. Regardez, le fit, il va, parce que j'ai 10 000 itérations, il va me tracer, d'accord? Il va me tracer 100 graphes. Voilà, ici, il y a des erreurs, mais toujours ils sont en rouge, parce que j'ai désactivé la partie qui dessine les choses mal classées en noir. Regardez. Trouvez les choses mal classées, tracez autre point sur les points rouges, peut-être, ou bien même bleus. Tracez les choses en... C'est un cercle toujours, mais qui est avec K pour black, pour l'erreur, pour l'erreur. Voilà. Donc si je vais l'activer, j'attends toujours qu'il termine l'exécution, parce qu'il doit dessiner son graphe. Je retourne ici qui est toujours en... Voilà, donc l'itération 500. Des graphes. Comment? 10 000 ou bien J'ai mis 10 000. J'ai mis 10 001 pour qu'il dessine exactement son graphe. un autre graphe. D'accord? Mais regardez toujours les points qui sont mal classés au début, surtout au début parce que le modèle n'est pas encore bien HADA. Toujours, regardez ici, surtout ici, regardez, toujours les points rouges. Tous les points rouges qui sont ici en dessus de la droite, ils sont mal classés, mais ils sont en rouge. Moi, j'ai voulu les mettre en noir. Maintenant, si je vais refaire l'exécution, en tenant compte cette partie-là, il va dessiner les points en noir. Regardez ici. D'accord? Donc maintenant, il dessine à chaque itération, il dessine les choses qui sont mal classées en noir. D'accord? Chose que j'ai pas encore précisé, c'est comment tracer la droite. D'accord? Comment tracer la ligne. Je vais revenir ici. Regardez ici. Ça, c'est pour tracer la ligne. Tout ce code source, c'est pour tracer la ligne. Donc, comme j'avais dit, pour tracer une droite, donc il nous faut quoi? En maths, on connaît une droite, sa fonction, bien l'équation relative à la droite, doit avoir la forme ax plus by
plus BY plus C égale à 0. D'accord? Ça, on le connaît. D'accord? Si vous allez rechercher en Internet équation droite, d'accord? Droite, on va, je sais pas, je dois avoir quelque chose égal à 0. AX plus BY plus C égale à 0. Vous voyez, c'est ça finalement. La droite, c'est moins 2x plus y plus 3 égale à 0. C'est ça finalement. Il faut trouver donc le A, le B et le C. Alors pour nous, comment faire la correspondance? Parce qu'on n'a pas question de A plus B plus C. Nous avons quelque chose du genre, toujours une droite, mais ayant la forme W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus le base égale à 0. Donc on a ça. Alors pour tracer une droite, comme toujours, je vais ici pour tracer un point, parce que pour tracer dans ce que nous avons vu en lycée ou je sais pas, en collège peut-être, on avait ça. Mais ça, il faut donner deux abscisses. X égale à 0. Tu calcules Y égale à quoi? D'accord? Égale à quoi? C'est-à-dire il faut chercher un X1, un X2 égale à, encore égal à, je sais pas, égal à 6. Y équivalent 2. Donc ça c'est Y1. Donc égal à ça. Donc égal à quoi? Mais ici, le X pour nous c'est X1. Non, ici il y aura une confusion. X, XA. D'accord? XA et YA. D'accord? Si je vais mettre le deuxième point qui est B, XB, YB. Donc ici, qu'est-ce que nous allons mettre? Donc il faut juste passer le XA et j'ai le YA. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Juste le X1 de A, et on peut calculer le, le, le X2 de A. Parce que je travaille avec X1, X2. Donc X2A égale à quoi? Si j'ai X1 A égale à 0, parce que pour tracer la droite, pardonnez-moi juste 30 secondes. Alors me voilà, j'étais en train de dire que nous sommes ici, d'accord? Donc, pour tracer la droite, regardez, on a besoin juste de deux points. Mais ces points-là, là, le premier x1 égale à 0, le deuxième x2 égale à 5, je peux tracer la droite qui va couvrir tout l'espace. Le plus important, c'est couvrir tout l'espace. Sinon, si tu vas mettre x2 égale à 1, il va te tracer une petite droite de 0 à 1, ça marche pas. Mais j'ai besoin de tout l'espace. C'est pour cela que je donne le maximum des intervalles. Le min, c'est les optimums d'intervalle. Le x1, le premier abscisse 0, le deuxième abscisse 5, pour tracer la droite qui couvre toute la figure. Donc je reviens ici. Voilà. Donc si le x1 égale à 0, le x2 a égale à combien? Aussi le x1, le deuxième point, le égale à 5, c'est-à-dire toujours le x1 mais pour le point B, le x2 mais pour le point B. Alors comment calculer ça? Parce qu'on connaît qu'on a cette équation. Regardez, c'est cette équation que je vais utiliser. Maintenant, je peux calculer x2 à partir de ça. Donc x2 égale à quoi? X2 pour n'importe quel point égale, voilà, on transforme tout simplement égale moins W1 sur W2, d'accord? Moins W1 sur, parce que je vais avoir dans un premier temps W2 fois X2 égale, d'accord? Fois X2 égale, moins W1 fois X1, moins base, d'accord? Et par la suite, je vais avoir x2 égale, moins W1, moins W1 sur W2, sur W2 fois X1,
moins base sur W2. Donc c'est ça l'équation que je vais utiliser. Même pour simplifier, je vais utiliser une fonction qui va faire cette affaire. Regarde, get x2. Tout simplement, get x2. Elle va calculer ce x2 là pour exactement, elle va utiliser la même formule. Regardez, c'est celle-là. Qu'est-ce que je lui passe? Il faut lui passer x1, le base, le w1, w2, et tu auras le deuxième point pour exactement trouver le point B de la droite. Alors, ici, j'ai utilisé cette fonction x2, donc voilà, donc j'ai x1a, le premier point qui est égal à 0, et le deuxième point qui est égal à 5. Donc, pour l'abscisse 0, voilà, voilà son x2 pour a, et pour le point B, voilà son x2, et j'ai deux points différents. Si j'ai deux points différents qui sont x1a, x2a et x1b, x2b, voilà comment tracer la droite. Parce que les deux abscisses, les deux ordonnées. Et comme ça, je vais tracer cette droite en bleu à chaque itération. Parce que à chaque itération, j'appelle cette fonction plot data line. C'est pas à chaque itération, mais à chaque 100 itération. Regardez. À chaque 100 itération, j'appelle cette fonction de la manière suivante avec le x1, avec tout le x1, parce que ici, c'est vrai, j'ai pas passé un seul point. J'ai passé tout le data. Et ici, euh, ouais, j'ai passé tout le data. Attendez, qu'est-ce que je suis en train... Oui, non. euh, oui, pour tracer deux points, pour tracer deux points. Oui, parce que les deux points créés pour le point, pour la droite, la droite, elle va, pour tracer la droite, je vais utiliser cette partie-là, le base W1 et W2. Voilà la droite que je vais générer. J'ai pas besoin de la droite pour la partie line. Pour la partie line, j'ai pas besoin de ça. X1, X2 et Y. Et même predicted class. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin uniquement de base W1 et W2 pour tracer la ligne. Mais pour tracer le nuage de points, j'ai besoin de X1, X2, Y predicted class. Regardez. Alors, pour tracer le nuage de points, voilà ce que j'ai. Pour calculer les erreurs, voilà ce que j'ai. Pour tracer la droite, je génère mon XA qui est 0 et 5 pour couvrir tout l'espace. Et je vais avoir le getX2, le getX1, mais en utilisant les trois derniers paramètres qui sont base W1 et W2. Ce paramètre-là, il est utilisé dans getX2 et ce paramètre-là, il est utilisé dans getX2, donc je suis capable de tracer une droite. À chaque itération, à chaque 100 itérations, je vais tracer toute la figure qui est composée du nuage de points, de la droite, d'accord, et des points erronés, ou bien des classements erronés. Donc, ce qui donne le résultat suivant. Voilà. Jusqu'à la dernière itération qui est l'itération 10 000. C'est pour cela que j'ai mis dans 10 001. Et vous voyez ici, il y a un point qui est mal classé. Donc, je n'ai pas très bien appris, mais je suis proche. L'erreur, c'est 0,01%. D'accord? Parce que sur 100 points, j'ai mal classé un seul point. Donc 1 sur 100, c'est 0,01. Donc voilà, ça en ce qui concerne la régression logistique. Mais ce qui est important à retenir, c'est que dans la phase d'apprentissage, nous avons utilisé le même algorithme de la régression linéaire. Le seul changement qui a été ajouté, c'est ça. Utiliser la fonction sigmoid pour trouver des probabilités. Et je peux exploiter ces probabilités pour calculer les classes. Tout le reste, c'est la même chose, y compris comment mettre à jour. Alors j'espère que vous avez compris comment ça marche la régression logistique from scratch. Maintenant, rapidement, avant de prendre une pause, parce que la régression logistique, elle peut être utilisée aussi en utilisant les libraries. Donc pour les libraries, c'est très simple. Donc ça, c'est l'import de la bibliothèque
Ensuite, c'est la création, c'est la partie, je sais pas, c'est la partie peut-être, voilà. Parce que dans la régression logistique, il faut passer le grand X. Jusqu'à présent, nous, dans notre fit, on utilise X1, X2. Mais pour la régression logistique, on est obligé de respecter la nature des paramètres passés. Dans la régression, la fonction régression logistique de sklearn, je dois lui passer un seul X qui est sous forme de matrice. Donc, je dois reformuler. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça en faisant la reformulation. Donc, c'est quoi mon X? Comment je l'ai calculé? X égale. Grand X égale, c'est une matrice. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai mis ici. C'est simple. Donc, il va avoir un des couples qui sont X1 ou bien XK, virgule, ou bien X1K, virgule X2K pour chaque K. D'accord? For K, d'accord? In range len X1 ou bien X2. Donc j'ai le X, regarde. J'ai le X qui combine parce que j'ai besoin d'une matrice ayant cette forme-là. Parce que la logistic regression de Sklearn, elle accepte une matrice. Si tu vas elle n'accepte pas X1, X2 à part. Donc j'ai fait la transformation qu'il faut. Ensuite, c'est simple, regarde. Ensuite, donc ici j'ai la partie data. La partie data. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Création de modèle. Plutôt, on a, voilà l'initialisation de modèle. Ici, j'ai la partie data plutôt. Je vais la mettre ici pour toujours parler de. Donc voilà, data. Et j'ai le Y. Le Y qui est égal à quoi? Le Y, c'est toujours le même. Parce que le Y accepté, ou bien le C ici, je pense. Voilà, c'est un array qui est d'une seule dimension. Donc le fit, il accepte la matrice X et le C. Donc voilà, le modèle, il a fait l'apprentissage qu'il faut. Plutôt, je ne sais pas. Voilà, il a créé le modèle. Donc pour récupérer ces paramètres, je peux faire ça, intercept, comme le cas de. L'intercept, c'est un tableau aussi. D'accord? Parce qu'il se peut que j'utilise la classification multiple. C'est pour cela qu'on a un tableau de base. On va voir ça peut-être par la suite. Mais ce qui est important, ça, c'est le base. Et j'ai aussi le modèle COF. COF qui contient les W, les WI. Combien de W ici? On a deux W. COF. Voilà, on a deux W qui sont les valeurs, qui ont les valeurs suivantes. Donc, pareil, je peux tracer la droite. Mais regardez ici ce qui est important. Parce que moi, après avoir fait l'apprentissage, regardez ici, après avoir fait l'apprentissage, je suis sorti avec des paramètres et je peux les imprimer. Base W1, W2. Regardez comment, qu'est-ce qu'il a eu. Donc le base c'est moins 8. Le W1 c'est 1, presque 6. Et le 1,5. Ici, donc moins 8, 1, 6, 1, 5. Mais ici, qu'est-ce que j'ai? Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Voilà, moins 12, 2, 2,35. Mais finalement, ce sont des poids. Même ça, c'est presque la même chose. Donc, tout calcul fait, tu vas trouver presque la même droite. D'accord? C'est pas obligatoirement que je vais trouver les mêmes paramètres pour trouver finalement la même droite. Parce que ici, j'ai des W différents et des points différents. Donc, ici, j'ai intercept. Voilà, donc modèle, 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 point intercept. Voilà, ça c'est pour la régression linéaire. Modèle.conf. Ça c'est le conf. Intercept. Voilà. Et pour nous, dans notre modèle, on a eu le base W1. On peut faire la même chose. On peut faire ceci. Regardez, on peut faire ceci. C'est pas grave. En fait, je peux faire le base à part. Mais je vais faire les deux dans une liste. W1, W2.
Voilà la différence. Ici, c'est moins 12, ici, c'est moins 8. Ici, c'est 2,4, ici, c'est 5,6. 2,35, 1,58. Mais ils vont trouver la même droite. Pourquoi? Parce que regardez comment j'ai utilisé le y hat. J'ai déjà fait la prédiction. Donc, j'ai fait la prédiction en utilisant le modèle .predict. D'accord? X. J'ai le y hat. D'accord? Et ici, comment tracer plot data. Plot data line qui reçoit le grand X1, le grand X2, la réalité, le y hat calculé par logistic regression de scaler. Et ici, la droite tracée, regardez, parce que ici c'est le base, donc c'est exactement modèle.intercept 0. Ici c'est le W1 et ici le W2. Et voilà, il trace pratiquement la même droite. Sauf nous, nous avons une seule erreur. Ici, il y a deux erreurs. D'accord? Donc voilà. Donc finalement, c'est ça la régression logistique. Donc je vais arrêter la démonstration pour vous écouter si vous avez des remarques. Donc après avoir montré comment ça se passe, l'apprentissage pas à pas, et aussi en dessinant à chaque étape, en dessinant la phase de, bien sûr, d'entraînement, c'est-à-dire on apprend la droite dans chaque itération ici pour les 10 000 itérations, et à chaque 100 itérations, on trace le graphe. Maintenant, nous allons essayer, bien sûr, de ne pas faire l'apprentissage sur tout le dataset, mais on va le faire uniquement bien sûr, sur la partie apprentissage. D'accord, donc Xstring, je vais la passer à mon fit. D'accord, donc je vais faire ici dans l'appel gx1, donc qui est ça, gx2 qui est ça, et j'ai le y-train. D'accord, donc je vais faire l'apprentissage sur cette partie. Donc voilà, donc il apprend, il va utiliser uniquement le dataset euh, d'entraînement. Et par la suite, je vais voir est-ce qu'il généralise mon modèle. Donc on est en train de voir. Malheureusement, j'ai oublié de marquer l'itération, donc on ne connaît pas où il est exactement. Mais elle va terminer rapidement, sans graphe uniquement. Donc, euh, donc par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester, il faut faire une fonction predict, def predict, qu'elle va recevoir x1, d'accord, x1 et x2, et c'est bon parce que j'ai le base, c'est le W1. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? La sommation pondérée égale à base plus W1 fois x1 plus W2 fois x2. D'accord? Donc ça, c'est le predict. On va voir qu'est-ce qu'on va prévoir. Donc ici, le sigmoid, le y, ici plutôt, je dois mettre le y proba égale, égale à sigmoid de moins ws. Donc bien attendez, on doit voir la- la- directement ws. Parce qu'on a fait moins z, non? Dans le sigmoid, voilà, on a utilisé moins z. Donc c'est pas la peine, d'accord? Donc c'est ça, on passe directement ws. Voilà, l'exécution s'est terminée normalement. Ici, on a la probabilité. Comment retourner des classes? Predicted classes. Predicted classes. Égale, je vais retourner si vous voulez dire un tableau, je sais pas, un array. Array calculé à partir d'une liste qui est la suivante. Égale à 1
if yp, d'accord, supérieur à 0,5. C'est ça, on a dit supérieur à 0,5, c'est bleu. proba, Comment? proba. Y proba. Oui, ici je vais mettre Ford. Regarde. For, yp, in, y proba. Tu vois, parce que ça, c'est la liste. Donc, pour chaque élément dans cette liste, dans ce tableau-là, je vais soit retourner 0,5 ou bien 1. Donc, plutôt 1 si la probabilité est 0. Soit je retourne 0 ou bien 1. Donc voilà, donc y predicted, y hat, si vous voulez dire, mais sur le test, égale predict, parce que j'ai déjà voilà les informations que j'ai, parce que l'entraînement s'est terminé. Vers la fin, il trace bien la droite de séparation entre rouge et bleu, mais pour l'entraînement. Maintenant, on va tester pour l'autre partie, les autres couleurs que, d'accord? Voilà ça. Tout ce qui est orange, on va le tester. On va voir quelles sont les choses qui... Alors, Alors voilà, predict, je vais faire ça. Je vais utiliser cette partie, mais pour test, dans la prédiction. Ici, je vais utiliser, mais pour le test, X test et Y test, X plutôt test. D'accord? Donc, ça va retourner, bien sûr, les X test. Ça va retourner les valeurs Y hat test. Plutôt, c'est pas test, c'est predicted, Y hat. Je vais retourner predicted, classes, qui est égal à ça. Regardez, la prédiction qui est égale. Pourquoi elle a rien? Pourquoi elle doit afficher des choses, non? Predict. Return, regardez, return, c'est normal. Voilà, donc il doit afficher les prédictions pour les 40 enregistrements. D'accord, donc j'ai 40 prédictions. Alors on va comparer ça avec la réalité. Ça c'est la prédiction et ça c'est Y-test. On doit faire la comparaison dans un premier temps manuellement. Regarde, 0, il prévoit 0. 1, il prévoit 1. Non, plutôt. La réalité, la prédiction c'est 0, la réalité c'est 0. La prédiction c'est 1, la réalité c'est 1. Donc c'est bien, mais pour voir ça, on peut dire for, je vais utiliser une autre... Non, Comment? c'est plat. Non, c'est la même chose. C'est trop limite. Non, même s'il y a 3 lignes, c'est la même chose. D'accord, c'est 40. Peut-être parce que ça c'est écrit, d'accord? Pourquoi c'est Un point. 40? Ouais. Alors voilà. Je vais utiliser une boucle for obj1. Je vais l'appeler obj1 ou bien P1 parce que c'est pas un objet, c'est une prédiction. P2 in zip. D'accord? Parce que je vais parcourir à la fois les deux tableaux. Euh, in, euh, in predicted class. Ça, c'est pas predicted. Je vais mettre for predicted et la réalité actuelle. D'accord? Actuelle. Donc, actuel, c'est Y-test, la réalité. Et je peux mettre print, ça c'est mieux lisible. Par la suite, on va, d'accord, Y-test. Non, PR, actuel. D'accord, regardez. Vous voyez, ici,
J'ai 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc, il généralise. Tu vois, ta question, elle est où? Regardez, je vais afficher les erreurs. If PR différent de actuel. Sachant que le type ici sont différents. Un peut-être c'est entier et l'autre c'est float. Je ne sais pas ce qu'il va. Ah, sinon, on doit changer le format. Regardez le même format. Regarde, aucune erreur. Tu vois? Aucune erreur. C'est-à-dire jusqu'à parce que c'est simple. Parce que jusqu'à présent, nous avons un modèle qui est parfaitement linéairement séparable. Alors pourquoi ce résultat? Pourquoi ce résultat? Pourquoi le modèle est idéal? On trouve ça, on ne trouve pas ça dans la réalité. Car on a un data de départ qui est parfaitement linéairement, linéaire, linéairement séparable. D'accord, il est séparable. Apparemment, il nous reste un point, monsieur. On Oui, n'est pas. mais je sais pas finalement. Tu vois? Alors attends, je vais voir. Tu vois maintenant ici dans la dernière itération. Regarde la dernière itération. Tu vois? H. Tu vois? Ouais, je sais pas finalement. Est-ce que ceci est dû à quoi? size ديال البطارية. Regarde, parce que ici j'ai utilisé à la place de 1000, 10 001, j'ai utilisé 10 000. La dernière itération qui a posé problème éventuel. Parce que j'ai pas utilisé ce paramètre qui est 10 001. Tu vois, parce que j'ai pris un autre code. Donc il y avait ici 10 000. Ah, d'accord, à la place de, il y avait 10 000. C'est pour cela, peut-être dans la dernière itération, il a mis à jour légèrement. Du coup, il y a fuite d'un point. C'est-à-dire, augmenter le nombre d'itérations ne dit pas toujours que je vais augmenter la performance de mon modèle. D'accord? Alors là, voilà, j'étais en train d'écrire quoi? Voilà pourquoi le modèle est idéal, car on a un data de départ qui est parfaitement linéairement séparable. D'accord? On peut dire parfaitement idéal à partir d'un seuil, par exemple 19, voilà, %. D'accord? Donc ça, c'est la régression logistique. Alors, dans le reste, comme nous l'avons fait pour le cas de la régression linéaire, j'imagine, j'imagine que vous êtes capable, d'accord, de faire la même logique en utilisant bien sûr la programmation orientée objet avec Python et créer carrément notre classe comme logistique, comme modèle égale à logistique regression pour le cas de la, d'accord, à partir de scalar. Nous, on est amené à être capable de créer la chose suivante, modèle égale our, d'accord, logistique regression class, d'accord, c'est-à-dire def, c'est-à-dire classe, d'accord, our logistic regression, d'accord, voilà, qui a un début, qui a def euh, init, d'accord, je ne sais pas quels sont les paramètres self, je vais mettre tout court, je vais mettre pass ici, def fit, def fit, qui reçoit self, et qui reçoit grand X, et qui reçoit petit y, pass, d'accord, parce que j'utilise pass juste pour avoir la forme des fonctions, d'accord, mais pass ça fait rien. Alors def predict self, d'accord, grand X, pass. Donc nous sommes amenés à savoir comment développer une classe, tout en réutilisant les mêmes techniques utilisées dans la régression linéaire. Donc je sais pas, je vous donne le reste du temps qui reste, d'accord? Pour déjà, si vous avez des questions à poser concernant la régression logistique, d'accord? Et essayez de refaire ceci parce que, attendez, je vais juste soigner ces dernières choses pour ne pas avoir ici le problème. Y hat n'est pas défini. Attendez, l'erreur commence à partir d'où?
Donc ici, je souhaite créer le modèle. Voilà, ça se crée sans problème. Plot data line x1. Voilà, x1, x2, on ne les a pas, donc je vais utiliser la même logique que nous avons utilisée tout à l'heure dans plot machin. Donc voilà, c'est ça. Je vais utiliser, je vais utiliser ça. Plot, voilà ça. Alors, alors je vais utiliser plotline. Le X-train, vous voyez, Y-train, c'est, alors Y hat, c'est je vais mettre Y, et Y réel, je dois le calculer. D'accord, je dois le calculer Y hat égale à model.predict. Mais ici, on va utiliser X-train. D'accord? Et ici, c'est Y. Y-train. D'accord? Predict, predict quoi? Predict, predict Y. Attendez, parce que nous sommes en train de tracer des points ici. Alors il y a le Y et il y a la prédiction. D'accord? La prédiction doit avoir la même taille. Donc la même taille, predict, donc sur X-string. Voilà, donc Y hat, model curve. Voilà, donc je vais faire ça. Alors il y a erreur. Erreur, c'est quoi? Je vais aller en haut. C argument has 120 éléments. Alors le C ici, il est où le C? Alors il est où le C? Hmm? Y, ah oui, le Y. Non, ici le Y, c'est pas le Y, mais le Y-train. D'accord? Regardez, c'est ça. Finalement, c'est ça la droite. Et regardez, c'est la logistic regression a eu un seul problème, un seul point qui est mal classé. D'accord? Donc ça c'est. Et maintenant, nous sommes amenés à créer la même logique que our propre class, logistic regression, qui fait les choses, bien sûr, en utilisant d'une part le produit matriciel au lieu de W1, W2, X1, X2, et aussi la programmation orientée objet. Donc, je vous donne la main pour ceci, sinon j'arrête la démonstration.